Et bon vendredi tout le monde, bon vendredi. On est, c'est ça, cette semaine, cette case horaire du midi. En fait, je vais quand même faire un santé sans censure à saveur plus géopolitique demain. J'ai beaucoup aimé la case du samedi parce que je pense qu'il y a moins de compétition avec les autres blogueurs et vous avez plus le temps le week-end de vous déposer, de m'écouter en faisant votre ménage, peu importe. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je le fais le vendredi parce qu'on va parler d'hormones, on va parler de libido. Et on a demain encore le programme Gérer vos hormones naturellement. Alors, c'était pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qui se passe dans le programme et donner la chance à celles qui ne sont pas encore inscrites ou qui viennent de me connaître de s'inscrire à la formation de demain. Donc, les liens sont sur mes murs Facebook. En fait, c'est demain et d'autres samedis. C'est une formation en 6 modules. Alors, on débute officiellement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, anthropologue médicale et surtout productrice, animatrice de ce webcast où on parle de toutes sortes de sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors aujourd'hui, encore plus, on va être complètement sans censure. C'est pas un sujet pour les enfants. Donc, s'il y a des enfants autour de la table, vous m'écouterez en rediffusion parce qu'on va parler évidemment de libido. L'émission d'aujourd'hui est beaucoup plus focusée sur la libido féminine. Euh, mon amie, ma collègue Marie-Josée Desjardins m'a relancé en me disant, oui, mais tu sais, on pourrait parler de libido masculine aussi. Mais je vous avoue que depuis 25 ans, ma clientèle est composée à 80-85% de femmes. Donc, je vous parle de ce que je connais. Marie-Josée a plus d'expérience au niveau de la clientèle masculine, donc on fera un spécial homme ou un spécial couple, là. On va voir comment ça va aller, mais aujourd'hui, ça va être vraiment plus axé libido féminine. D'ailleurs, on sait que il y a plus de femmes qui se plaignent de la diminution de désir sexuel, de pulsion sexuelle. Ça toucherait à un moment ou à un autre environ une femme sur trois, hein, presque 30% des femmes se disent à un temps ou à un autre, des fois c'est en postpartum, des fois c'est en allant vers la périménopause, la ménopause, ou dans certains cas, ça peut être plus inconfortable d'avoir des relations sexuelles. Donc, pour toutes sortes de raisons, notre libido peut être affecté, mais une femme sur trois dit être affectée à un temps ou à un autre par la perte, ou en tout cas la diminution de désir sexuel. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les causes de ça et quels pourraient être des moyens naturels d'y remédier. Du côté des hommes, c'est carrément la moitié, c'est comme 15% des hommes qui se disent affectés. Et ce que je remarque, c'est que quand les femmes ont une perte de libido, c'est évidemment très hormonal et très relationnel aussi, alors que chez les hommes, c'est souvent plus des causes médicales, comme par exemple le diabète, l'embonpoint. Donc, il y a quand même une différence dans la libido des hommes, la libido des femmes. Les femmes, on le sait, là, je pense que je vous apprends rien ce midi en vous disant que la sexualité féminine, elle est plus complexe, elle est plus reliée avec nos neurotransmetteurs, donc plus en lien avec nos humeurs, plus en lien avec nos cycles. Les hommes, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas de cycle menstruel avec des grosses variations hormonales à tous les mois. Donc, c'est sûr que l'humeur est un peu plus stable parce que nos hormones, c'est très relié à nos neurotransmetteurs. Vous avez peut-être pris la conférence que j'offrais gratuitement la journée de la femme sur J'ai mal à mes hormones. Donc, c'est sûr que nous, on est très soumises au rythme de nos hormones parce que intimement liées avec les messagers chimiques qui contrôlent nos humeurs, qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc, c'est sûr que encore là, du côté de la libido, ça va être plus fragilisé. Et bien évidemment, c'est nous qui portons les enfants, c'est nous qui les accouchons, on a les périodes d'allaitement. Alors, tout ça va se répercuter nécessairement sur notre désir, mais les hommes ne sont pas soumis au même cycle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, on dit en commençant par les fleurs qui s'ouvrent afin de permettre aux abeilles de les polliniser, nous fournissant ainsi une grande partie de notre alimentation. Le principe même de la vie dépend du désir féminin.
Imaginez, ça, c'est de moi. C'est un ancien article que j'avais écrit pour la Vitalité Québec. Puis là, je l'ai ressorti hier pour préparer l'émission d'aujourd'hui. J'étais comme, wow, c'est moi qui ai écrit ça. C'est quand tu t'es pas toi-même, c'est quand même pas pire. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça qui est ça. Tu sais, on le sait qu'on a eu un bond d'évolution dans l'immunité, que notre survie est vraiment liée à la survie des abeilles qui pollinisent presque tous nos aliments. Donc, c'est vraiment ce principe d'ouverture et d'accueil dans la nature qui sous-tend la vie. Et c'est pareil au niveau de l'être humain. Et c'est important de penser à ça. Là, c'est l'anthropologue en moi qui parle, mais tu sais, je reviens souvent avec mes exemples d'hommes et de femmes des cavernes parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que notre câblage, là, en tant que mammifère, notre câblage biologique, notre machine biochimique, elle n'a pas tellement évolué au cours des 12 000 ans. Tu sais, à part qu'on se promène avec un téléphone supposément intelligent, notre câblage, lui, il n'a pas changé. Notre réaction quand on voyait un mammouth, c'est notre même réaction quand on voit le patron au bureau. Le corps n'a pas vraiment changé. Et pour survivre comme espèce, ben c'est sûr qu'il y avait des rôles traditionnels. Là, s'il y a des woke dans mon histoire aujourd'hui, changer de poste, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, parce que moi, je vous parle des rôles traditionnels, puis ça veut pas dire que je nie le fait qu'il y a des gens qui sont transgenres et tout le machin, mais j'embarque pas dans le tripot, puis vous suivez, d'habitude, vous savez. Et la raison pourquoi j'embarque pas, ben, c'est justement parce que je suis anthropologue de formation, j'ai vécu dans des cultures, je vis dans une culture en ce moment traditionnelle, et donc il y a une raison pour tout ça. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, quand on a fait des tentatives de quelque chose qui ça marchait pas, on a abandonné. Alors, quand on voit des systèmes, quand on voit des façons de faire des choses qui ont perduré au fil des siècles et des millénaires, et que, en général, c'est des choses qui sont partagées par plusieurs cultures, on sait que ça a réellement une utilité. Parce que, je veux dire, nos ancêtres n'étaient pas plus cons que nous autres. Là, si ça marchait pas, ils abandonnaient puis trouvaient un autre moyen de survivre. Donc, la complémentarité des sexes au niveau de la survie humaine, elle est extrêmement importante. Biologiquement, c'est nous autres qui faisons les bébés, c'est nous autres qui les accouchons, c'est nous autres qui les allaitons. Là, t'as bien beau être une féministe à 300 000 à l'heure, dont je suis, t'as beau être woke, dont je ne suis pas, mais il y a un fait biologique qui est le suivant. Là, tu peux te mettre à inventer puis dire qu'avec des traitements hormonaux puis des opérations, tout ça, mais ça, c'est pas la norme. La norme, c'est que une femme vient au monde avec l'équipement biologique pour procréer. Avec l'aide, évidemment, de l'homme. Mais c'est nous autres qui doivent se servir de ça. Alors, à cause de ça, puis à cause que dans ce temps-là, Big Pharma n'avait pas inventé les contraceptifs oraux puis les préservatifs puis tout le machin, ben, fallait que notre vie, elle soit organisée en fonction du fait qu'on passait une bonne partie de notre vie à être enceinte, à accoucher puis à allaiter. Donc, veut pas, les femmes s'occupaient de la bouffe, s'occupaient des bébés, s'occupaient de ce qui avait trait à la caverne. Et les hommes s'organisaient en petits groupes pour aller chasser. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est que, ne serait-ce qu'au niveau de notre biochimie, puis de nos messagers chimiques, que sont nos neurotransmetteurs, une différence fondamentale. On a tous déjà remarqué que les femmes, on a besoin de parler de nos problèmes. Quand on a une peine d'amour, on fait quoi? On appelle notre meilleur ami, on achète de la crème glacée, on écoute des films tristes, on braille notre vie, on raconte tous les détails, puis à un moment donné, on va mieux. Les gars, ils font quoi? Ils vont rejoindre le chum au bar de danseuse ou peu importe, prendre un verre d'alcool. Hey, le gros, comment ça va? Oh, ça va, on va peu. J'ai laissé ma blonde. Ouais, OK. Ils n'ont pas besoin d'en parler pendant des heures pour nous dire, là, c'est stéréotypé, puis tous les gars sont pas comme ça. Je parle pas des exceptions, je parle de manière générale. Les femmes, on a besoin de parler de nos problèmes. Puis pourquoi on a besoin de parler de nos problèmes? Parce que quand on parle de nos problèmes, la nature nous avantage de cette façon, la nature nous récompense en produisant de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur dans notre cerveau qui nous donne une sensation de joie, de bonheur, de bien-être et de connexion avec les autres. Alors, pourquoi nous, on sécrète de la sérotonine quand on parle des problèmes? Parce que quand on vivait dans nos cavernes, puis qu'on prenait soin des enfants, tout le monde ensemble,
Si tu trouvais une termite dans la caverne, puis que tu ne le disais pas à personne, ben, tous les bébés allaient se faire piquer ou whatever. La grotte, je ne sais même pas si ça pique des termites en passant, en tout cas. La grotte allait se ramasser infestée de termites, d'insectes. Mais si tu courais aller le dire à l'autre, il y a des termites, il y a des fourmis rouges, il y a ci, il y a ça. Ben, tout le monde pouvait résoudre. Donc, pour la bonne survie de l'espèce, nous autres, quand on parle des problèmes, on sécrète de la sérotonine puis on se sent bien, ça nous calme. Ça a peut-être déjà remarqué que les messieurs, ils n'ont pas cet attribut-là. Normal. Pendant qu'on nettoyait les termites dans la caverne, les messieurs étaient partis chasser. Ben, les chasseurs, si ça se met à parler de leurs problèmes, puis qu'il y a un orignal ou un ours noir qui s'approche, puis qui entend les chasseurs parler de leurs problèmes, ben, ils ne feront pas tellement de bonne chasse. Fait que pour la survie de l'espèce, les hommes ne sont pas récompensés quand ils parlent par de la sérotonine comme nous autres. Les hommes, ils ont plus de testostérone. Nous autres, on a un petit peu de testostérone qui est relié avec notre libido. Les hommes ont plus de testostérone, puis la testostérone est reliée avec la production de dopamine. Donc, eux, quand ils stimulent leur testostérone, c'est pour ça que les hommes aiment plus faire de l'activité physique, aiment plus les défis, tout ça, parce que quand ils sollicitent leur testostérone, ça leur donne de la dopamine. Donc, eux aussi, ils ont leur espèce de boost de l'humeur, leur espèce de high. Et c'est relié avec la testostérone et les défis et la conquête et les activités extrêmes et tout ça, la porno, les jeux vidéo. Pourquoi c'est plus des hommes qui aiment ça? Mais parce que pour eux, ça stimule la production de dopamine. Nous autres, on a juste besoin de parler de nos problèmes. Donc, c'est pour ça que nous autres, on va en parler quand ça va pas bien. Puis là, le gars, il est là, puis il dit, bon, il faudrait bien qu'on change les rideaux. Puis là, lui, il est debout avec les clés de l'auto dans la main, puis il t'attend. C'est qu'on s'en va pas changer les rideaux. Ben non, mais j'ai pas dit aujourd'hui, il faudrait éventuellement changer les rideaux. Mais le gars, tu peux pas faire ça, parce que lui, il a pas la sérotonine qui le fait sentir bien. Comprends-tu? Lui, il veut résoudre, lui, il veut penser à l'action. Fait que parce que les hommes sont dominés par leur testostérone, qui font qu'ils veulent passer à l'action, puis ils veulent la conquête, ben, pourquoi ils veulent aussi la conquête? Parce que justement, dans un contexte où il n'y avait pas nécessairement 18 de césariennes au niveau des accouchements, ben, il y avait des femmes qui mouraient en couche, malheureusement. Donc, pour la survie de l'espèce, l'homme a besoin d'être plus éparpillé, on va dire, au niveau de répandre de ses spermatozoïdes. Et je suis pas en train de justifier l'infidélité, je suis en train de vous parler de biologie évolutive et de vous dire que d'un point de vue de la survie de l'espèce, ça fait du sens que l'homme soit plus stimulé par la conquête que la femme parce que l'homme a biologiquement la capacité de mettre deux femmes enceintes en même temps. Et nous autres, on n'a pas la capacité d'être enceinte de deux hommes en même temps. Donc, il y a des impératifs biologiques. Après ça, on a toute une construction sociale qui fait qu'on va valoriser la fidélité pour X, Y ou Z raison. Je suis pas dans un jugement de valeur. Si vous voulez être monogame ou polyamorous ou peu importe ce que vous voulez, c'est votre choix. Moi, je vous parle de biologie évolutive sans jugement de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, au point de vue de notre libido? C'est-à-dire, rendu loin avec les mammouths, puis la production de sérotonine quand il y a des termites, mais c'est parce que c'est là que ça se passe. La libido, c'est là que ça se passe. Ça va me parler d'hormones, puis d'hormones bioidentiques, puis je vais vous en parler du maca, puis tout ça, parce que oui, ça peut avoir un impact positif, mais c'est pas là que ça se passe. Le fondement de l'histoire, c'est cette différence biologique entre les hommes et les femmes, et c'est pour ça qu'on a une femme sur trois qui, à un moment donné, va ressentir une baisse du désir, alors qu'on a juste environ 15% des hommes à qui c'est déjà arrivé, et ça arrive dans leur cas pour des raisons purement médicales la plupart du temps. Alors, ça vient de là, parce que pour nous, l'aspect de la sécurité est extrêmement important. Donc, l'homme est dominé par sa testostérone, qui est une hormone de conquête, d'aventure, de stimulation, de tout ça. Alors que la femme, pour se sentir relaxe, ben, il faut qu'elle connecte avec son entourage, entre autres via la production de sérotonine. Alors, nous, on a un petit peu de testostérone aussi, et ça va avoir un impact sur notre libido notamment, mais aussi sur notre masse musculaire, sur notre côté compétitivité, hein, au travail et tout ça. Souvent, les femmes plus compétitives sont des femmes qui ont un taux de testostérone un peu plus élevé. Donc, on est aussi influencé par la testostérone, mais pas de la même façon que les hommes. Alors, nous, l'aspect qui est important, c'est l'aspect sécurité, parce que la fonction primitive de la femme
et de s'assurer de la sécurité de la caverne, parce que si on n'était pas comme ça, ben il rentrerait des intrus, puis nos enfants se feraient manger, puis l'espèce survivrait pas. Alors, c'est très normal que dans notre biologie, notre biochimie, on soit câblé pour s'assurer du bien-être des autres, s'assurer que tout le monde est sous contrôle et que tout va bien avant de pouvoir penser à procréer. Parce que c'est sûr que même si on va dire que euh, la définition, par exemple, de la libido dans son essence, c'est l'énergie relative à la pulsion sexuelle. Mais pourquoi, idéalement, on a une pulsion sexuelle? C'est, biologiquement parlant, dans un objectif de procréation. Alors, vous comprenez que si on est dans un environnement dangereux, si on est stressé, puis il y a d'autres raisons pourquoi le stress va affecter notre libido, puis je vais y revenir, mais déjà à la base, si on pense à la biologie évolutive, si la femme est dans un environnement stressant, pensez-vous que c'est le temps de faire des nouveaux bébés quand déjà notre survie, elle est peut-être en danger, puis celle de nos autres enfants? Donc, un environnement qui est stressant, qui est perçu par notre organisme comme étant dangereux, va avoir un effet inhibiteur sur notre libido et sur nos hormones. C'est normal. Si tu es en danger, pas le temps de faire l'amour et faire des nouveaux bébés, c'est le temps de t'assurer que ceux qui sont déjà là restent en vie et que toi-même, tu restes en vie. Donc, pour la femme, le besoin de sécurité, c'est pas juste dans notre tête que ça se passe, c'est vraiment dans notre câblage biologique qui est motivé par la survie de l'espèce. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut changer, de dire, ben ouais, mais là, tu es en sécurité, puis tu n'envoies les étapes. Non, 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 non. C'est tout ton câblage hérité de 12 000 ans de femmes avant toi, là. Ça change pas en criant ciseaux. C'est vraiment notre fondement. Donc, alors que l'homme est d'un côté, lui, stimulé, sa testostérone est stimulée par le défi et l'aventure, nous, ce qui va faire que notre disposition à faire l'amour et à procréer est influencée directement par notre sentiment de sécurité. Donc, on est un petit peu à l'opposé. Alors, c'est super dans une approche de complémentarité, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile à conjuguer au quotidien. Quand je parle de ça, ça me fait toujours penser, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, il y avait comme une caricature qui circulait sur les médias sociaux, puis la femme avait une pancarte, c'est un dessin animé évidemment, là, son coucher, la femme a une pancarte qui dit pas de sexe sans amour, puis l'homme en a une qui dit ben pas d'amour sans sexe. Tu sais? Alors, c'est un petit peu ça le conundrum dans lequel on se retrouve dans nos couples, c'est que c'est pas juste une question dans culturellement, puis c'est pas juste une question de lui est comme ça, je vais en trouver un autre qui est plus compréhensif. On est câblé comme ça. On est câblé comme ça. Donc, l'homme a besoin d'aventure, puis, tu sais, il peut avoir de l'aventure dans sa vie de couple. Encore là, c'est pas, je suis pas en train de vous justifier l'infidélité, ni la polyamorie, ni rien de ça. Je suis juste en train de vous expliquer comment on est câblé. Donc, c'est sûr que l'homme, l'aspect de la conquête, l'aspect de la nouveauté, le défi, va stimuler sa testostérone, va stimuler sa libido. Même que l'homme, vous savez, quand on a les orgasmes ou quand on allaite, on va sécréter un autre hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est spécifiquement l'hormone de l'attachement. C'est grâce à ça qu'on s'attache d'autant plus au bébé ou à notre partenaire durant les orgasmes et tout ça. L'ocytocine, l'homme aussi en sécrète. Mais l'ocytocine a un effet antagoniste sur la testostérone. Ce qui veut dire que plus l'homme va être dans cette situation qu'on vit, par exemple, en Occident, où il change les couches, où il est très présent à la maison avec les bébés, tout ça, il va sécréter donc plus de cette hormone de l'attachement, mais ça va avoir un impact négatif sur sa testostérone. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont besoin d'aller dans leur grotte, ils ont besoin d'aller faire du sport avec les autres gars, tout ça, ils ont besoin de sentir qu'ils remontent leur testostérone parce que les hommes, quand ils sont dans l'environnement du foyer, tout ça, à un moment donné, ils se sentent plus comme des hommes. Pourquoi? Parce que leur taux de testostérone chute. Alors que nous, on est câblés différemment. Et là, je vous dis ça, je sais qu'il y a des exceptions. Moi, quand je suis retournée travailler après 10 mois d'allaitement, quand j'ai vu mon fils, c'est le plus grand cadeau de la vie. Moi, je suis en train de virer folle à la maison, mais je suis une femme qui a un taux de testostérone relativement élevé aussi. Donc, on le voit que nos hormones influent sur notre biologie
et sur notre biographie ultimement, mais à l'inverse, notre mode de vie, qui on est comme personnalité, nos hormones vont refléter notre personnalité. Donc, nous, les femmes, au contraire d'avoir besoin de cette stimulation, on a besoin du sentiment de sécurité. Quand on est en sécurité, notre cycle menstruel est à son optimal, à son apogée, parce que le corps dit, OK, ici, on est bien, on est confortable, c'est peut-être le temps de faire des bébés. Et même si dans ta tête, t'en veux pas, ça se peut que ta biologie t'envoie des petits messages pareils, c'est encore une fois la survie de l'espèce qui motive ça. Et j'ai donné pendant un certain nombre d'années, je travaillais au Réseau québécois d'action pour la santé des femmes comme chercheur et formatrice, et je donnais un programme ménopause dans les centres de femmes du Québec. Et je faisais un exercice à un moment donné, justement, sur la transition hormonale vers la ménopause. Et il y avait des femmes, même souvent des femmes homosexuelles, quand elles avaient la prise de conscience de la fin de leur cycle menstruel, qu'elles vivaient beaucoup de tristesse, même dans certains cas de la dépression. Je disais, mais je comprends pas si tu n'as jamais voulu d'enfant. Il y a des femmes qui ont identifié très tôt qu'elles étaient homosexuelles, qu'elles ne voulaient pas de ce mode de vie avec enfants. Il y en a qui ont des enfants quand même. Il y en avait qui savaient d'avance qu'ils ne voulaient pas ça. Puis là, tout d'un coup, à la ménopause, elle vit une petite déprime parce qu'elle vient de réaliser qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Puis, à force d'en parler avec les femmes, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas la même chose de faire le choix de ne pas en avoir que lorsque tu ne peux plus en avoir. Et donc, pourquoi il y a cette petite deuil à faire, même si tu voulais pas d'enfant apparemment, c'est que tu es câblé pour ça. Dans ta biologie, il y a quelque chose qui veut ça. Ça se peut que dans ton rationnel, tu fasses le choix de ne pas avoir d'enfant. Et je ne suis pas de ces femmes qui pensent que si on n'a pas eu d'enfant, on n'est pas des vraies femmes. Pas du tout. Pas du tout. Je connais plein de femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont materné les enfants des autres de plein d'autres façons, qui ont materné des projets. La maternité, c'est au sens très, très large. Moi, je n'ai eu un. Je suis contente d'en avoir eu un, mais je n'étais pas la fille qui était faite pour en avoir 3 puis 4. C'est pas ma nature. Justement, peut-être parce que je suis plus drivée par ma testo que par mes oestrogènes, mais ça pour dire que on est influencé par nos hormones et inversement, on influence nos hormones d'après notre personnalité. Alors, ce qui arrive avec tout ça, c'est que quand on n'est pas dans ce sentiment de sécurité, c'est très difficile que notre libido soit présente. Alors, je commence vraiment d'emblée à vous parler de ça parce que, bon, on sait qu'est-ce qu'on a vécu au cours des 3 dernières années et donc, les femmes m'arrivent en me disant, tu sais, moi, ma libido, c'est pas fort, mon chum est tanné, si ça se résout pas, ça va se solder par une séparation, blablabla. Mais il faut comprendre d'où on vient, là. Puis si ce sentiment de sécurité, ça fait 3 ans que tu y touches pas, ou 5 ans, ou 10 ans, je peux bien être bourré de plantes adaptogènes, puis d'extraits surrénal, puis d'hormones bioidentiques, mais ultimement, ton corps, ta physiologie ressent que tu n'es pas en sécurité. Donc, si tu n'es pas en sécurité, ben c'est pas le temps de faire des bébés. Ça veut dire que ta libido, elle va être dans le cave. Donc, la première chose à faire quand on veut restaurer notre libido, c'est de créer un sentiment de sécurité dans notre vie. Alors, on crée ça comment un sentiment de sécurité? Bien, évidemment, il y a tout le contexte géopolitique. Je m'excuse, je suis en train de me... parce qu'il fait une humidité. C'est marré, là, tu sais. Il fait une humidité d'enfer dans ma pièce. Il n'y a presque pas de dents. Les cheveux sont en train de me coller. Donc, il faut restaurer notre sentiment de sécurité, même dans un contexte géopolitique qui est ce qu'il est. Alors, évidemment, il va falloir aller vers tout ce qui est technique de méditation, de se brancher dans l'instant présent, de travailler la connexion à la terre, les techniques de earthing qu'on appelle, sinon des pratiques comme le qigong, le tai chi, tout ce qui va faire qu'on va se sentir supporté par la terre-mère, recréer une communauté. Une des raisons pourquoi on vit tellement de stress depuis quelques années, c'est que notre sentiment d'appartenance à la tribu a été très, très, très durement mis à l'épreuve. Si vous n'avez pas écouté mon live, je ne sais même plus si c'est... Je dors tellement pas longtemps. Je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, mais j'ai fait un live sur la question des limites. Et je vous invite à l'écouter parce que je parle beaucoup de la fracture entre l'âme et la personnalité et l'importance de se choisir. Et donc, tout ça influe aussi sur notre sentiment de sécurité. On a perdu notre appartenance à la communauté.
parce que quand on a choisi d'honorer nos valeurs, notre ressenti de ne pas prendre tel traitement ou de ne pas porter un masque, etc., ben pour se choisir, on s'est souvent fait rejeter par notre milieu de travail, notre famille, notre couple, peu importe, mais on a perdu notre sentiment d'appartenance à la tribu. Et ça, c'est très profond d'un point de vue biologique parce que qu'est-ce que vous voulez comme mammifère? Si on est tout seul dans la nature, on va mourir. Là, fait que c'est vraiment la tribu qui est garante de survie, la collaboration aussi entre les unités de la tribu, qui est garante de survie pour un mammifère. Donc, quand on perd notre sentiment d'appartenance à la tribu, ça a un impact profond sur notre sentiment intérieur de sécurité. Donc, le fait de se recréer une communauté, c'est vraiment très, très important pour justement retrouver notre place, si vous voulez, dans l'univers. Où est-ce qu'on appartient? Où est-ce qu'on fit là-dedans? Tu sais, j'ai hébergé, avant de partir du Québec, le conjoint d'une amie qui est africaine, qui vient d'une tribu dont j'ai oublié le nom. Mais dans sa tribu, ils vont toujours aller chercher les gens, peu importe où ils ont été décédés, et les placent dans un ordre très défini dans un cimetière. Et ils font ça pendant 7 générations. Et quand il me parlait de ça, mais comme anthropologue, ça faisait plein de sens pour moi parce que quand tu sais vraiment d'où tu viens, quand tu connais tout ton lignage, tu sais aussi d'où tu t'en vas. Tu comprends où tu fits. Ta place, là, tu as bien beau vivre dans un autre pays, sur un autre continent, mais il y a quelque chose où tu sais où est-ce que tu fits. Et pourquoi les mondialistes s'attaquent tellement à justement nous enlever tous nos points de repère? Il y avait des choses qui étaient définies, qui étaient absolues avant, tu naissais homme ou tu naissais femme. On est en train de zigouiller ça aussi. Pourquoi? Pour nous enlever nos points de repère. Parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler des gens qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance à leur tribu. Vous savez, le sentiment d'appartenance, c'est tellement important pour l'humain. Par exemple, les statistiques de survie d'un cancer du sein, les femmes mariées avec enfants, donc qui ont ce sentiment d'appartenance et d'importance dans leur tribu, ont un meilleur taux de survie. Après ça, c'est celles qui sont mariées sans enfants. Et après ça, les célibataires sont celles qui ont le moins bon taux de survie parce que elles n'ont pas justement ce sentiment d'avoir leur place et que leur place soit absolument nécessaire. Notre lien avec les autres est fondamental pour l'humain, puis dans chacun de mes lives, je vous en parle, parce que c'est ça qu'on a attaqué. Alors, si on n'a pas ce lien-là, c'est très difficile fondamentalement de se sentir en sécurité, donc ça va être difficile d'être branché sur notre libido parce que le corps va dire on n'est pas en sécurité, c'est pas le temps de faire des bébés. Alors, il faut déjà mentalement passer par-dessus cet obstacle-là. Puis là, après ça, il y a tout le sentiment non seulement de danger, parce que l'autre devenait juste un vecteur de virus, là, tu n'appartenais pas à une belle tribu, fait que tu te méfies de tout le monde parce qu'ils pouvaient te délater parce que tu avais eu des voisins, ils peuvent te délater au gérant du magasin parce que tu n'as pas ta guenille d'en face, tu sais. Fait que l'autre est devenu non seulement un vecteur de virus, mais quelqu'un qui peut nous faire du tort. Alors, en plus de ne pas avoir notre sentiment d'appartenance dans la communauté, en plus, l'autre est devenu comme quelque chose de menaçant, quelque chose de dangereux. Alors ça veut dire que notre système d'alarme est toujours on. Et c'est extrêmement nocif parce que, vous savez, le stress dans la vie, c'est là pour nous sauver la vie. C'est la réaction de lutte ou de fuite, justement, quand tu rencontres un ours noir en allant cueillir tes bleuets ou un mammouth. Mais c'était pas prévu qu'on allait vivre avec l'ours noir puis rencontrer le mammouth tous les matins en arrivant au bureau. On n'est pas fait pour être en état de stress chronique. Nos hommes et nos femmes des cavernes, dont on parlait tantôt, ils se désorganisaient. Il y avait un stress important, mais une désorganisation de leur équilibre intérieur qu'on appelle l'homéostasie, 7 fois dans un an. 7 fois dans un an, il y avait une bonne peur, puis lui, il revenait, puis la patate saute, puis là, il se calmait dans la caverne, puis le lendemain, on fait l'amour, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, imaginez ces stress-là, on les vit au quotidien. Puis peut-être 7 fois dans ta journée, au lieu de 7 fois dans une année, alors que ta biologie, elle, est la même qu'il y a 12 000 ans quand tu faisais juste rencontrer un ours noir puis un mammouth de temps en temps. Donc, on vit avec un niveau de stress intense et ce stress a été prévu pour nous permettre de lutter ou de prendre la fuite face à l'ours noir, exemple. Mais aujourd'hui, là, c'est ton patron. Tu peux pas lutter. Tu pourrais peut-être prendre la fuite, mais des fois, il y a trop des grosses conséquences pour prendre la fuite. Donc, tu te retrouves en ce qu'Henri Laborit a appelé l'inhibition de l'action. Autrement dit, tu es déclenché dans ton stress.
tu produis de l'adrénaline, du cortisol en masse, mais au lieu de prendre une planche pour frapper sur l'os noir ou de prendre tes jambes à ton cou pour te sauver du mammouth, tu es juste en inhibition de l'action. Tu dis juste, on va essayer de ne pas casser coquille d'œufs. On marche sur des œufs, on fait attention de ne pas faire fâcher notre chum, on fait attention de ne pas faire fâcher notre boss. Et donc, on est avec ces hormones de stress, mais elles n'ont pas d'exutoire. On ne peut pas lutter ou prendre la fuite. On pourrait, mais avec un prix à payer. Donc, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de se mettre en inhibition de l'action. Donc, on va être bombardé d'hormones de stress, mais on ne bougera pas. Alors, je vous ai dit tantôt que quand on perçoit que l'environnement est hostile ou dangereux, c'est pas le temps d'avoir une bonne libido puis de faire des bébés. Mais c'est plus grave que ça. C'est pas juste psychologiquement. C'est vraiment hormonalement parlant que ça va se passer. Parce que nos hormones, on appelle ça des hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles, c'est la testostérone dont on a parlé, c'est l'estrogène qui va développer nos caractéristiques féminines. Vous savez, quand on commence à avoir nos menstruations, nos hanches se développent, nos seins, tout ça, donc les caractéristiques féminines sont soumises à l'action des estrogènes. Et la progestérone vient équilibrer l'action des estrogènes. Donc, ces hormones ensemble, plus la DHEA, sont les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles. La matière première pour fabriquer les hormones sexuelles, c'est du cholestérol. Donc, vous comprenez un petit peu. Je vous ai fait une vidéo aussi où je vous expliquais l'arnaque du cholestérol ou des statines pour contrer le taux de cholestérol. Le cholestérol, 80% du cholestérol, c'est notre foie qui le fabrique. Quand même, vous prenez des médicaments de type statine, votre corps va compenser parce que c'est hyper important, entre autres pour la survie de l'espèce, parce que je viens de vous dire qu'on a besoin de ces hormones pour faire des bébés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos hormones estrogènes et progestérone, qui contrôlent notre cycle menstruel, notre cycle ovulatoire et tout ça, vers la ménopause, vont diminuer. Et ce sont nos ovaires qui vont prendre le relais, c'est-à-dire ce sont nos glandes surrénales qui vont prendre le relais de nos ovaires en allant de plus en plus vers la ménopause. En tout temps, 35% des hormones stéroïdiennes sont fabriquées par nos ovaires, par nos surrénales. Après la ménopause, là, ça va être plus que 50% de nos hormones qui vont être fabriquées par nos glandes surrénales. Alors, nos glandes surrénales, en plus de fabriquer nos hormones sexuelles, ce sont elles qui fabriquent les hormones de stress que sont l'adrénaline et le cortisol. Donc, vous comprenez bien que si on passe notre temps à être stressé, c'est pas juste qu'on va se dire c'est pas le temps de faire des bébés, c'est qu'on va envoyer tout notre cholestérol via des voies de transformation pour fabriquer l'adrénaline et le cortisol pour nous permettre de lutter ou prendre la fuite. Mais là, il n'en restera plus de cholestérol pour fabriquer estrogène, progestérone et testostérone. C'est probablement un mécanisme de protection de la nature qui dit, ben, si tu es en train de fabriquer des hormones de stress, c'est pas le temps de faire des hormones pour faire des bébés. Mais quoi qu'il en soit, la réalité, c'est ça. Donc, c'est pas juste que si on est dans un environnement hostile, on n'aura pas envie de faire l'amour, c'est que biologiquement parlant, quand on a un taux d'hormones de stress que sont adrénaline et cortisol dans le plafond, on n'a plus assez de cholestérol, on n'a plus assez de matière première pour fabriquer estrogène, progestérone et testostérone. Donc, nécessairement, il va y avoir des ratés au niveau de notre cycle hormonal, de notre cycle menstruel. Donc, la première chose, arrangez ça comme vous voulez, pour restaurer la libido, il faut adresser le sentiment de sécurité, il faut gérer le stress. Donc là, vous adoptez la technique de gestion de stress que vous voulez. J'ai un beau programme qui va recommencer le 25 avril. Je vais remettre le lien tantôt sur mes murs Facebook sur le programme Gérer votre stress naturellement. Prenez le programme de qui vous voulez, la façon dont vous voulez, mais vous ne pourrez pas retrouver votre libido si vous ne gérez pas votre stress, si vous ne vous sentez pas plus en contrôle de votre environnement. Donc, si l'idée, c'est qu'il faut changer d'emploi, qu'il faut changer d'ours noir ou de mammouth, mettez-vous un deadline, faites un deal avec votre conscience en vous disant, oui, je sais que ça, c'est pas la situation idéale, mais on va y arriver. Mais c'est vraiment important d'adresser le stress. On va voir des plantes adaptogènes qui permettent de faire ça, mais il faut déjà prendre cette conscience que si on ne retrouve pas un sentiment de sécurité, on ne pourra pas restaurer ou retrouver un taux de libido optimum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on doit comprendre, c'est que on vit dans un monde présentement extrêmement axé sur l'image.
Non seulement axé sur l'image, mais avec des standards de beauté qui sont complètement irréalistes, qui correspondent à un pourcentage infime de la population. Ce qu'on nous présente, c'est des femmes qui ont subi un nombre incalculable de chirurgies esthétiques, des photos qui ont été photoshopées ou qui contiennent plein de filtres. J'ai vu un truc dernièrement qui parlait que on commence à avoir un problème de dysmorphisme, donc de problème de perception de l'image de soi chez les adolescentes, qui est très important d'ailleurs. Le taux de dépression et de tentative de suicide chez les adolescentes est plus élevé qu'il l'a jamais été. Et c'était vrai même avant COVID, à cause justement de tout l'aspect des comparaisons sur les médias sociaux ou de l'aspect aussi du bullying. Imaginez quand on était jeune, puis on était le souffre-douleur de la classe, on en avait 30 sur notre cas, là, tu peux en avoir 30 000. Tu sais, fait que ça doit être vraiment horrible de vivre à l'ère des médias sociaux, mais un des impacts négatifs de ça, c'est justement la question des filtres. Les filles émettent tellement de filtres sur leur iPhone ou tout ça, puis il y a des applications où je pense qu'il y a des limites, mais des trucs comme TikTok, euh, ça vient comme par défaut avec l'application. Donc, tu vois toujours une image embellie de toi, ce qui fait que quand tu arrives devant ton miroir et que tu vois la version réelle de toi, ben, tu ne te trouves pas belle. Tu vas avoir l'air de ton film. Alors, c'est un phénomène récent que les jeunes femmes arrivent maintenant chez le chirurgien esthétique pour se faire une chirurgie avec la version d'elle-même. Elles arrivent au lieu d'avoir la photo de l'actrice une telle, elles veulent avoir la version de ce qu'elles ont l'air avec leur filtre. Donc, cet aspect d'une image de soi, c'est aussi anxiogène. Parce que si tu te sens toujours pas assez ou trop cela, comme je parlais aussi dans le dernier live, ben c'est sûr que ça va générer un stress en toi. Si tu es tellement dans la conscience de ton image parce que tu passes la journée à prendre des pauses pour tes médias sociaux et à la comparer avec les pauses des autres, ben c'est sûr que tu risques de te sentir trop ceci ou pas assez cela et ça va générer un stress. Donc, la question de l'image est extrêmement importante par rapport à notre libido aussi. Tu sais, quand on se trouve pas belle, c'est dur de se sentir attrayante. Et si on se sent pas attrayante, ça va avoir un impact non seulement sur notre libido, mais celle de l'autre. Ça, c'est une autre affaire avec les femmes, là. Les femmes, on est tellement plus dures envers nous-mêmes et envers les autres femmes que les hommes le sont envers nous-mêmes. Et pourquoi je vous le dis? Parce que je vis dans une ville de plage. Je suis une femme dans la cinquantaine. Je suis ronde, je suis dodue. Je me promène en bikini blanc sur la plage ou en bikini rose ou en bikini n'importe quoi. J'ai fait un travail sur mon perfectionnisme, sur mon estime de moi et tout ça. Ça dérange personne. C'est moi toute seule qui me censurais, qui m'empêchait de porter des choses que j'avais envie de porter parce que je me disais, moi j'ai un petit bourrelet qui dépasse là, puis à mon âge, puis ci, puis ça, puis ça. Personne n'en a rien à cirer de mon bikini. Les gens sont dans leur propre dystopie. Les gens sont en train de regarder leur propre bourrelet ou en train de penser à ce qu'ils vont manger pour dîner ou en train de dire pourquoi mon fils au Canada me répond pas. Ils sont pas en train de regarder l'autre femme à côté avec son bikini. Ils n'en ont rien à cirer. Puis même s'il y en avait quelque chose à cirer, ça change quoi dans ma vie, tu sais, ultimement. Donc, c'est vraiment nos propres limites qui proviennent de l'enculturellement. Et pourquoi on est enculturé comme ça? Ben, tout simplement parce que la journée où les femmes vont se trouver belles et vont s'accepter quelles qu'elles sont, ben, il y a toute une industrie qui va tomber. L'industrie des produits de beauté, l'industrie des produits esthétiques, l'industrie de la mode, euh, tous les trucs additionnels, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les faux tout. Donc, imaginez, c'est des milliards de dollars. Vous voyez pas comment on sait, les femmes ont des produits éclaircissants pour la peau, ont des produits défrisants. Au Québec, ben, on a des produits frisants, puis on a des fonds de teint qui nous donnent de la couleur. Fait ils trouvent des opportunités de faire des affaires partout, mais l'idée, c'est tout le temps d'entraîner les femmes à ne pas s'aimer telles qu'elles sont. Tes cheveux lisses, tes veux frisés, t'es blanche, tu veux bronzer, t'es bronzée, tu vas être blanche. On entraîne toujours les femmes à ne pas s'aimer, à ne pas s'accepter telles qu'elles sont. C'est de plus en plus vrai pour les hommes aussi. Vous savez que maintenant, la quantité de chirurgie, d'intervention, de choses qu'on offre aux hommes, ça s'en va
vraiment en augmentant. Mais l'idée, c'est que quand les gens ne s'aiment pas comme ils sont, il y a des gens qui bénéficient économiquement de ça, sauf que ça a un impact sur notre libido. Donc, euh, je lisais dans les causes de diminution de libido, il parlait d'embonpoint. Bon, c'est sûr que l'embonpoint, surtout pour un homme, si c'est relié avec peut-être un diabète ou avec un problème circulatoire, ça peut affecter les érections, mais je pense que le problème avec l'embonpoint, c'est plus l'image corporelle, c'est plus le fait que si on vit des complexes, on est stressé, mais quand on est stressé, on le dit, on peut pas s'abandonner, et si on peut pas s'abandonner, on peut pas avoir d'orgasme. Ça, c'est une autre affaire. Si t'as pas d'orgasme, c'est moins tentant de faire l'amour. Donc, ça va affecter notre libido. Mais est-ce que c'est vraiment l'embonpoint qui est le problème ou c'est plus l'image qu'on a de l'embonpoint par rapport aux stéréotypes et à l'enculturellement? Donc, on parle des formes corporelles, mais il y a toute la question de l'âgisme aussi. Tu sais, les femmes vieillissantes ne sont pas valorisées dans la culture. Vous avez vu tout le tollé que Madonna a causé au dernier, je pense, je sais pas si c'était les Grammy Awards, mais en tout cas, au dernier show comme ça, parce qu'elle est arrivée là, elle était méconnaissable à cause de, je sais pas, les injections de je sais pas quoi. Donc, pourquoi les femmes en arrivent à faire des choses comme celle-là? Parce que la vieillesse n'est pas valorisée dans notre culture. Il y avait Corneille qui, j'ai pogné un extrait d'un truc je ne sais jamais là, si c'est de Voice ou quelle affaire que c'est, mais c'était une femme, peut-être, je dirais, fin soixantaine, peut-être même 70, mais une belle femme qui chantait et Corneille disait, ça me fait vraiment plaisir de voir une femme de votre catégorie d'âge et tout ça, parce qu'il dit, dans ma culture, en Afrique, les femmes matures sont valorisées parce que les gens savent qu'on amène une sagesse, on sait comment élever les enfants, on peut aider les plus jeunes filles, on peut conseiller les couples, on arrive avec une sagesse qui est valorisée, mais c'est malheureusement pas le cas en Occident. C'est pas le cas en Occident. On est mis au rencard même au point de vue du travail parce que peut-être on n'a pas grandi, nous, avec un ordinateur entre les pouces, entre les doigts. Donc, des fois, on est moins performante dans l'apprentissage de l'informatique, ces choses-là. Donc, sur plein d'aspects, on n'est pas valorisé, les femmes vieillissantes. C'est sûr que notre corps, en vieillissant à la ménopause, il y a des changements qui vont s'opérer et on n'est pas éduqué parce que c'est tabou. On cache les femmes. Quand est-ce que vous voyez des photos ou des films qui vont impliquer des couples d'âge mûr? On les cache. Il y a comme un tabou au fait de voir des personnes âgées s'embrasser ou faire l'amour, alors que c'est tout un mythe. Ça, c'est ce qu'on appelle un portail culturel qui veut que, en vieillissant, on va perdre notre libido, on n'aura plus de qualité de vie sexuelle parce qu'on a moins d'hormones. C'est vraiment un portail culturel. Les études nous disent le contraire en réalité. J'ai même quelque chose par rapport à ça. Laissez-moi voir. Bon, je vais la retrouver quelque part à un moment donné dans mon document de recherche, mais qui parlait des statistiques du fait que ce n'est pas du tout parce qu'on vieillit qu'on a une perte de libido. 50% dans la vingtaine. Bon, juste au niveau, disons, là, pratico-pratique. La testostérone va diminuer chez les femmes de moitié. On a, par exemple, dans la quarantaine, 50% de moins de testostérone, donc qui influence notre libido, par rapport à ce qu'on avait dans la vingtaine. Donc, ça, c'est un fait biologique, mais ce que les études nous disent, c'est qu'il y a moyen de demeurer active sexuellement et que non seulement il y a moyen, mais ça apporte des bienfaits physiques, émotionnels et justement que ce sont les femmes d'âge mûr qui éprouvent le plus de plaisir. Et pourquoi? Ben, les chercheurs disaient que, notamment parce qu'il y a plus de crainte d'avoir des grossesses non désirées et parce qu'en général, les femmes se connaissent mieux et s'affirment plus avec l'âge. Donc, celles qui continuent d'être actives sexuellement, d'avoir une vie intéressante et épanouissante, auraient plus de plaisir que quand elles étaient plus jeunes. Moi, j'ai une autre théorie là-dessus, là, mais
on dit que ben c'est ça, c'est le fait que tu n'as plus peur de tomber enceinte. Bon, souvent aussi, tu n'as pas peur que les enfants vont arriver, vont t'interrompre. Puis on parlait du mode de vie stressant, mais c'est sûr que quand tu as 30 ans, 40 ans, souvent tu travailles à plein temps, tu élèves tes enfants, tu es peut-être monoparental. L'énergie puis l'envie de faire l'amour rendu à minuit le soir n'est peut-être pas à son apogée. À la cinquantaine, souvent on est rendu à un autre endroit dans notre carrière. Les enfants sont autonomes. On est plus maître de notre destin. On a appris à s'accepter un peu plus, on est peut-être moins dans le perfectionniste. Tu dis, j'ai fait des diètes toute ma vie, ça n'a pas fait la job, je peux me donner un break, ou je me suis tapé sur la tête tout le temps à cause de mon poids, je peux essayer de m'accepter comme ça, peut-être que si c'est ça qui est ça, aussi bien d'essayer de faire avec, c'est aussi bien de faire de la limonade avec les citrons. Et donc, on arrive à un certain niveau d'acceptation. On arrive aussi à un niveau d'autonomie qui fait que tu dis, bon, s'il me trouve pas belle, puis s'il me flush, c'est pas la fin du monde. Donc, il y a tout l'aspect psychologique de la femme plus vieille qui va être présent. Mais je pense qu'il y a aussi le corollaire masculin, c'est-à-dire que, évidemment, il existe des pilules bleues, là, mais mettons qu'on prend le commun des mortels, c'est sûr que au niveau de la performance sexuelle, la performance physique, ben, la diminution de testostérone va aussi survenir chez l'homme et il peut avoir encore assez de testostérone pour avoir des érections puis avoir une vie sexuelle satisfaisante, mais c'est pas la même chose qu'à 20 ans, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça va faire que des fois, la relation sexuelle va durer plus longtemps et va pas être autant axée sur la pénétration du fait que la performance de l'homme peut diminuer. Encore là, c'est variable, mais l'homme va prendre plus son temps et va mettre peut-être plus d'emphase sur les préliminaires amoureux, sur la connexion, et donc, ça va faire que pour la femme, ça va être plus satisfaisant. Il va y avoir plus de temps pour créer ce climat de confiance. Ben justement, elle va peut-être être plus en confiance parce que ça fait plus longtemps qu'elle est avec son partenaire. La connexion, elle est peut-être plus profonde. Donc, c'est des choses qui vont favoriser, en réalité, la libido féminine et le plaisir de la femme. Donc, ce portail culturel qui veut que les femmes, en vieillissant, on n'a plus de libido parce qu'on n'a plus d'hormones, c'est absolument pas vrai. Ceci étant dit, c'est sûr que les oestrogènes contrôlent notre lubrification vaginale. Il n'y a pas que ça, mais les oestrogènes sont importants. Alors, pour les femmes qui ont un problème de sécheresse vaginale, la pénétration peut devenir douloureuse et ça peut faire que tu as moins envie de faire l'amour, donc ça peut affecter ta libido. Mais d'une manière générale, c'est pas vrai que parce qu'on vieillit, on est obligé d'avoir moins de libido. C'est juste un concept qu'on a acheté qui fait que parce qu'on se dit c'est la diminution d'hormones, on ne cherche pas d'autres causes comme peut-être notre relation qui s'effrite, peut-être qu'on est rendu, qu'on trouve plate notre chum ou que justement le sentiment général de blas de 3 ans de pandémie, ben, ça se répercute sur notre libido, mais au lieu de regarder les vraies causes puis de dire, tu sais, je manque de défis, je manque de stimulation, j'ai le goût de me reprendre en main, j'ai le goût de me sentir féminine et tout ça, ben on se dit, bah c'est normal, c'est la chute d'hormones. Et donc, on se contente de ça alors qu'on ne devrait pas. Le nombre de fois que je l'ai vu, j'étais dans des écoles de danse latines quand je vivais au Québec et on voyait les femmes arriver, les hommes aussi, mais le changement était plus important chez les femmes. Tu vois, des femmes arrivées, elles venaient de se séparer, se divorcer dans cinquantaine, puis là, elles avaient leur style assez straight et tout ça. Mais là, à force de faire des danses latines, puis de voyager dans le sud pour aller danser les danses latines, ben, elle développait un côté plus féminin, un côté plus coquette. Pourquoi? Parce que justement, dans ces cultures plus traditionnelles, il y a une valorisation des rôles traditionnels, il y a une valorisation des femmes et de la coquetterie. Ici, c'est normal de se faire cruiser au Québec, mais c'est quand tu écoutes des Gabrielles Nadeau-Dubois qui va dire euh, c'est triste, la saison de la construction revient, c'est l'horreur pour les femmes parce qu'elles vont se faire siffler par les gars de la construction. Je me suis fait blaster dans un autre live parce que j'avais parlé de ça, là, mais je n'ai rien à serrer pour vrai. On est tombé dans une orthorexie complètement déplorable pour les rapports hommes-femmes. Tu sais, il y a 65% des ménages au Québec qui sont des ménages de célibataires. C'est pas pour rien, là. C'est parce qu'on on a tellement voulu être égaux. Et c'est vrai qu'on est égaux, mais on n'est pas pareil. C'est pas interchangeable, un homme et une femme. Comme souvent, un homme, c'est pas une femme avec du poil, là.
On a des caractéristiques qui sont propres à nous, on a des hormones qui sont dans des proportions propres à notre genre. Donc, le fait qu'on ne se sent plus dans cette dynamique de cruising, de coquetterie, de tout ça, ben, ça aussi a un impact sur notre libido. Puis on le voit ici, tu sais, les femmes arrivent, elles commencent à danser, se font bonzer, elles mettent la petite robe, parce que c'est sûr que quand tu vis à 30 degrés versus moins 30, tu as plus envie de te mettre en petite robe, en petite camille, puis parce que c'est agréable, parce que tu te trouves belle, parce que tu es bronzée, tout ça. Donc, ça aussi a un impact sur notre libido. Les gens disent, ah, mais tu sais, c'est sûr, quand on est en vacances, on n'a pas les tracas du quotidien, c'est sûr qu'on a plus envie de faire l'amour. Oui, il y a ça, mais il y a tout l'aspect environnement aussi qui fait que on se sent plus belle, on met notre petite crème, on sort nos petits bijoux qu'on prend peut-être pas le temps de mettre à moins 30 au Québec, on sort nos jambes d'été, puis on sort le rasoir pour se faire des jambes d'été, des jambes et tout le reste d'été. Mais c'est sûr que ça a un impact, tout ça, sur notre libido. Donc, c'est important de vraiment comprendre ça parce que les gens focus, on veut toujours les solutions simplistes. Hein? Les gens disent, qu'est-ce que tu prends pour ça? Puis là, tout le monde a écouté l'émission en se disant, là, elle va me prescrire une plante ou elle va me recommander un changement alimentaire. C'est pas ça, la libido, c'est pas là que ça se passe. Parce que la libido, c'est une fonction qui sert à la reproduction de l'espèce. Donc, si on n'est pas dans un environnement favorable à la reproduction de l'espèce, ça va se répercuter sur notre libido. Ceci étant dit, il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter notre libido. Donc, le premier, c'est définitivement le stress, mais le stress a un corollaire qui est les troubles de sommeil, l'apnée du sommeil aussi. Donc, si notre système nerveux est vraiment exacerbé, ben on va runner tout le temps de la journée sur nos hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, ce qui fait qu'on n'aura pas une bonne capacité à produire vos estrogènes, notre progestérone, comme je l'ai mentionné. Donc, les problèmes au niveau du sommeil, tous les problèmes qui vont affecter la circulation sanguine. Ça, on trouve ça évident pour les hommes que, évidemment, la qualité des érections ne sera pas très bonne s'il y a un trouble de circulation, s'il y a un trouble de diabète, mais chez les femmes aussi parce que nos zones érogènes doivent aussi être irriguées par notre circulation sanguine pour être bien oxygénées, pour avoir les bons nutriments, pour avoir une bonne lubrification. Donc, la circulation sanguine dans nos zones érogènes est très importante. Donc, tout ce qui va impacter négativement notre circulation sanguine va avoir un impact sur notre libido, d'une part, mais aussi sur la sensation de plaisir, parce que c'est comme si nos tissus ne seront pas aussi tonifiés, aussi vivants d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a dans les autres facteurs aussi qui vont impacter notre libido? Laissez-moi trouver ça. Connexion avec le stress, on en a parlé amplement. Donc, le faible taux de testostérone, on le dit en vieillissant, ça diminue. Comment on fait pour augmenter le taux de testostérone? On pratique une activité sportive, on s'assure de ne pas bloquer la production du cholestérol dans un premier temps. La dysfonction sexuelle à proprement parler, certains médicaments sur ordonnance, tout ce qui affecte. Prenez un médicament anti-hypertenseur et que chuter votre pression, ben, la circulation va être moins efficace. Le mode de vie, on a parlé de l'embonpoint, trop peu ou trop d'exercice. Quand vous faites trop d'activité physique, ben, vous prenez encore là vos matières premières que sont le cholestérol pour produire des hormones de stress et vous n'aurez plus suffisamment de précurseurs pour faire des hormones en lien avec la libido et pas assez d'activité physique, bien, quand on se sent boulotte, on a moins aussi de circulation, donc ça impacte la libido, mais la sensation durant l'activité sexuelle. Consommation de drogue et d'alcool, ben oui, parce que ça interfère avec des neurotransmetteurs dans notre cerveau, comme la sérotonine, comme la dopamine. Donc, ça va impacter la connexion entre nos neurotransmetteurs et nos hormones sexuelles. Puis la santé mentale, évidemment, si on est en état de dépression, le stress, on en a parlé, ou si on a des problèmes relationnels. Si vous êtes en chicane avec votre chum toute la journée, il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas envie de faire l'amour le soir. On l'a dit, si c'est un environnement qui est perçu comme hostile ou stressant, ben ça va se dérouler là. Souvent, pour nous, la qualité du contact sexuel et d'être stimulé dans notre libido, ça va se passer au cours de la journée. Tu sais, souvent, au gars, tu veux que ta blonde ait plus de libido, mais commence par sortir les vidanges. Tu sais, quand on sent que l'homme
occupe son rôle d'homme dans sa masculinité sacrée, non pas sa masculinité toxique, qu'on se sent encadré, qu'on se sent protégé, ça nous donne un cadre où on peut s'abandonner, où on peut vraiment s'épanouir. Donc, là, je vous parle encore là en termes de genre, de couple hétérosexuel. Je suis très consciente qu'il y a des couples homosexuels aussi, mais souvent, il va y avoir une dynamique, même dans un couple homosexuel, où il y en a un des deux partenaires qui va être plus dans sa polarité féminine ou plus dans sa polarité masculine. On a tous en nous une polarité féminine, une polarité masculine. Donc, dans un couple hétéro ou homosexuel, il va y en avoir un des deux partenaires qui va endosser plus les rôles traditionnellement masculins ou plus les rôles traditionnellement féminins. Et on le sait, on vit dans une époque où on a des partages de tâches, même ici en République, même si c'est une mentalité encore assez machiste, encore assez traditionnelle. Il y a des hommes qui font de la cuisine, il y a des chefs mâles dans des hôtels. Donc, il y a un équilibre qui va s'établir dans les rôles et dans les tâches. Mais il faut qu'on se sente, nous les femmes, dans un environnement sécuritaire. Alors, connexion hormonale, blablabla. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue alimentaire? Donc, une fois qu'on s'est adressé à la question de notre image de nous-mêmes, à la question de ce qui cause du stress dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire de plus au niveau, par exemple, de l'alimentation? Ce que les études nous démontrent. Puis là, je vous parle d'études. Je vous l'ai expliqué dans d'autres santé sans censure. Je ne mets plus tous les liens d'études. Je vous ai mis dans l'entête du live d'aujourd'hui à quel endroit vous pouvez commander les suppléments dont je vais vous parler avec un rabais de 10 mais je ne peux plus mettre tous les liens d'études parce que ça me rend victime de l'intelligence artificielle et régulièrement, je me fais suspendre. Alors là, je vais bien ces temps-ci parce que je fais plus ça. Et le moyen de le faire, c'est d'adhérer à mon membership. info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie, 50 par année. Et je suis en train de tout organiser, les santé sans censure, tous mes documents de recherche. Donc, ceux qui veulent avoir les liens, qui veulent avoir les documents, qui veulent des activités réservées aux membres comme une projection vidéo par mois, une rencontre avec moi à caméra ouverte, une rencontre de groupe, évidemment. Il y a plusieurs incentives d'adhérer au membership. C'est la façon d'avoir accès à mes liens. Donc, quand je vous cite des études, c'est là que vous pouvez les retrouver. Donc, les études nous disent qu'une alimentation à prédominance végétale, et ça, c'est vrai pour prévention des maladies cardiovasculaires, prévention du cancer, etc., etc. On parle en général surtout de la diète méditerranéenne. Donc, on sait là, ce qu'ils mangent à peu près en Grèce, en Italie, sans les pâtes, évidemment, parce que là-bas, les pâtes, c'est pas le plus souvent un repas principal. Donc, une alimentation à 80% à base de plantes. Après ça, si vous voulez complémenter avec des protéines animales, vous pouvez le faire, mais c'est important du côté des protéines d'aller vers les protéines de bonne qualité, c'est-à-dire des protéines bio le plus possible, ou dans le cas du poisson, ben, d'aller peut-être vers un saumon sauvage ou des choses comme ça, parce que ce qu'on veut éviter, c'est que les viandes soient bourrées d'hormones, parce que les hormones qu'on donne aux animaux, évidemment, vont avoir un impact négatif sur notre équilibre hormonal à nous. Donc, on va essayer d'éviter ça. Manger bio le plus possible, c'est important parce qu'encore là, du côté des pesticides dans l'environnement, il y a des molécules de pesticides qu'on appelle des xénostrogènes qui ressemblent beaucoup à nos estrogènes à nous, donc qui vont interférer négativement avec notre équilibre hormonal. Donc, manger bio, manger à 80% de fruits et légumes, c'est la meilleure chose. C'est pas obligé d'être végétarien, mais du côté des protéines animales, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers le bio. Là, je sais, vous allez me dire, tout est cher, je peux pas manger bio. Il y a le Environmental Working Group, EWG, aux États-Unis, qui produit à tous les années la liste qu'on appelle le Clean 15, donc les 15 aliments les plus propres, et le Dirty Dozen, les 12 aliments sales, qui sont en fait ceux qui contiennent le plus de pesticides et le moins de pesticides. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces listes quand vous avez des choix à faire de qu'est-ce que vous allez acheter bio, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre dans le conventionnel pour choisir ce qui contient évidemment le moins de pesticides. Mais du côté, par exemple, de vos œufs, de votre viande, je vous recommande fortement d'aller du côté du bio pour toutes sortes de raisons. Mais si on parle d'équilibre hormonal et de libido, c'est particulièrement intéressant. Les oméga-3 ont un rôle à jouer, bon, non seulement au niveau de la lubrification, en passant, si vous vivez déshydraté parce que vous ne consommez pas vos 6-8 verres d'eau par jour,
ben c'est sûr que la lubrification, ça sera pas génial. Vous pouvez acheter des lubrifiants, mais on peut commencer par s'assurer qu'on boit suffisamment d'eau en partant. Donc, après le rôle des oméga-3 au niveau de la lubrification, il y a tout un impact aussi des oméga-3 sur la dopamine. Et la dopamine, c'est le côté excitation, c'est le côté focus aussi. Donc, les oméga-3 peuvent aider au niveau de la libido et on les retrouve principalement dans les poissons à chair grasse. Encore là, ça va être important de varier les poissons pour ne pas s'intoxiquer au mercure. Là, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'on mange? L'idée, c'est d'aller dans la variété. Et plus les poissons sont petits, moins la bioaccumulation du mercure est importante parce que les petits poissons sont mangés par les plus gros et le mercure s'en va en s'accumulant. Donc, des poissons plus petits, et vous variez vos espèces. Ensuite, pour les mêmes raisons, pour avoir des bons gras, les noix, les graines et les avocats vont favoriser la lubrification. La graine de lin particulièrement est intéressante parce que, en plus des bons gras, elle contient ce qu'on appelle des phytoestrogènes, donc des molécules de plantes qui ont l'apparence des estrogènes et qui vont agir dans le corps un petit peu de la même façon que le font les estrogènes, mais sans les risques associés à l'excès d'estrogènes comme les risques de cancer et de maladies hormonodépendantes. Donc, ça va calmer aussi les phytoestrogènes, les fameuses bouffées de chaleur. Donc, la graine de lin est intéressante. Vous pouvez la manger moulue. Vous pouvez la manger aussi, la déposer dans un verre d'eau et vous buvez l'eau le lendemain matin et vous mangez les graines de lin, mais c'est comme vous voulez. L'important, c'est d'aller chercher les gras et les phytoestrogènes contenus dans les graines de lin. Ensuite, la question de l'activité physique. On a dit tantôt qu'il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire un minimum. Presque tous les symptômes associés à la ménopause peuvent être soulagés grâce à la pratique d'activité physique, incluant donc la baisse de libido. Une étude qui date un peu, mais quand même en 2008, une étude qui avait été publiée dans le Journal of Sexual Medicine qui a révélé que l'activité physique de haute intensité, mais de courte durée, les high intensity training, là, dont on parle souvent. Donc, 20 minutes avec une cible de battement cardiaque atteignant 70%, augmente la réponse physiologique à l'excitation de manière significative chez les femmes. Donc, autrement dit, c'est pas juste qu'on va avoir plus de libido, on va avoir aussi une meilleure image de nous-mêmes, on va être plus tonifié, donc ça inclut aussi nos organes génitaux, la paroi du vagin, tout ça, mais notre sensation durant l'acte sexuel va être améliorée par la pratique de l'activité physique. Donc, vraiment un aspect non négligeable. Ensuite, au point de vue des suppléments, bien évidemment, on peut aller vers toutes les plantes qu'on dit adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est des plantes comme le ginseng, comme l'ashwagandha, la réglisse, bon, toutes ces plantes qui ont un impact sur nos glandes surrénales. Le stress survient en 3 temps, phase d'alarme, phase de résistance et phase d'épuisement. Et différentes plantes vont agir à différents endroits dans la courbe de stress. Je vous fais un webinaire sur le stress là, éventuellement. Mais c'est pour ça que souvent, on va les recommander en combinaison parce qu'on ne sait pas toujours si on est en phase de résistance, si on est en phase d'épuisement. Moi, je vous dis, après 3 ans de pandémie, la plupart des gens sont en phase d'épuisement. Donc, n'importe lequel des plantes adaptogènes va aider parce qu'elle va aider à moduler les hormones qui sont sécrétées durant le stress. Et quand on est en phase d'épuisement, elles vont venir comme un petit peu fouetter nos surrénales pour nous permettre d'avoir donc plus d'énergie et donc plus de libido aussi. Alors, une des premières à laquelle on va penser, c'est l'ashwagandha, Withania somnifera, de son nom latin. C'est une plante ayurvédique, évidemment, qui nous provient donc de la médecine ayurvédique, et ça a été démontré dans les études cliniques que l'ashwagandha favorise la circulation sanguine, stabilise les hormones et aide à améliorer la vitalité sexuelle. Dans le cadre d'une étude, on a vu que l'ashwagandha augmentait le désir sexuel à l'intérieur même de 3 jours de la prise. Donc, un impact très rapide. Une autre petite étude sur 51 femmes ménopausées, on a vu une réduction significative des symptômes tels que bouffées de chaleur, changement d'humeur et une diminution de l'anxiété aussi. Pourquoi ça agit sur l'humeur? Parce que comme ça calme le stress, ben on a dit tantôt, les hormones de stress sont directement reliées avec nos neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme le GABA. Donc, l'ashwagandha, pour les femmes en périménopause, ménopause, c'est une plante souvent qui va s'avérer très, très, très intéressante.
Mais pour que ça marche, il faut prendre une dose thérapeutique. Si vous prenez juste en poudre, puis vous faites des petites tisanes ou en teinture mère, ça peut aider un peu, mais c'est pas vraiment une dose clinique. Quand on parle d'ashwagandha, on parle du 600 mg par capsule. On peut en prendre 2, même 3 par jour. Alors, il faut y aller avec des bonnes doses d'ashwagandha. Évidemment, tout ce qui est bon pour votre système nerveux, dont je vous parle tout le temps, les vitamines B, le complexe de vitamine B bioactive, le magnésium sous forme de glycinate, sous forme de citrate, de malate, vont nourrir notre système nerveux, nos glandes surrénales. Donc, c'est sûr qu'à la base, ça prend un système nerveux en bon état. Aujourd'hui, je focus un petit peu plus libido, mais tout ce qui a été dit sur le système nerveux, sur les surrénales, s'avère vrai aussi pour la libido. Donc, l'ashwagandha est très, très, très intéressante. Normalise la réponse au stress, favorise la détente, l'équilibre hormonal, l'équilibre des neurotransmetteurs. Donc, il y a quand même pas mal d'études au niveau de la libido et de l'ashwagandha. Ensuite, le maca. On parle souvent du maca plus comme une plante pour les hommes, mais comme on l'a vu tantôt, les femmes, on a quand même un taux de testostérone. On a moins que les hommes, mais on en a. Donc, le maca a un impact au niveau de la testostérone. Le maca, c'est un légume racine dans les Indes qui est consommé régulièrement, un petit peu comme le yucca ici, le manioc en Haïti. Donc, c'est des tubercules, des légumes racines qui font partie de l'alimentation. Donc, les gens instinctivement vont chercher des phytoestrogènes, vont chercher des substances qui normalisent leur cycle menstruel sans se rendre compte que c'est ça qu'ils font. Dans les Andes, on le connaît comme plante justement adaptogène. On connaît donc pour ses propriétés médicinales, incluant l'augmentation de l'énergie, la clarté mentale et pour rehausser le sexe dans tous les sens du terme. Donc, plus près de nous, les scientifiques ont démontré que le maca est rempli de minéraux comme le zinc, l'iode et les acides gras essentiels également. Donc, des choses importantes pour notre cycle reproducteur. Dans les études, on voit que le maca peut contribuer à l'équilibre des hormones sexuelles et améliorer l'humeur. Belle plante adaptogène, mais aussi favorise la libido. Des études randomisées ont conclu que le maca pourrait bénéficier aux femmes ainsi qu'aux hommes aux prises avec une diminution de la libido. Donc, c'est documenté scientifiquement. Les études suggèrent qu'il pourrait soulager les symptômes associés à la ménopause tels que bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil et dépression. Là, je sais que vous allez me dire, ouais, mais comment je sais si j'ai besoin de plantes qui agissent sur la testostérone? Il faut y aller avec les symptômes. Parce que quand vous passez les tests en médecine conventionnelle ici, j'en ai parlé dans mon live sur les hormones de vendredi dernier, quand on teste les hormones sanguines, ce qu'on voit, c'est 2,21 du tableau global. Parce que des hormones, on le dit, des hormones stéroïdiennes issues du cholestérol, donc c'est liposoluble. Et le sang est un milieu aqueux, donc on ne peut pas en voir. Vous savez, quand vous mettez de l'eau sur de l'huile, ça se mêle pas. Donc, ça prend un transporteur d'hormones qu'on appelle le sex hormone binding globulin pour redistribuer les hormones dans le corps. Donc, quand on vérifie les hormones libres au niveau sanguin, on a 2,21 du tableau clinique. Donc, ce n'est pas un bon moyen d'évaluer nos hormones. Ça prend des tests salivaires ou des tests au niveau de l'urine, des tests qu'on fait en médecine fonctionnelle. Mais les médecins conventionnels vont tester au niveau sanguin et le range est tellement large. Par exemple, tu es un homme de 30 ans, puis on a établi le barème sur des hommes de 50 ans. Là, toi, ta testostérone est juste en haut de la coche pour dire que tu n'as pas une carence. On va dire que ta testostérone est normale. Non, elle est normale pour un homme de 60 et pas normale pour un homme de 30. Alors, le même phénomène survient au niveau des femmes. Les écarts fit sont beaucoup trop larges et on ne teste en réalité que 2,21 de l'hormone. Donc, on ne peut pas vous fier sur le test sanguin. Vous y allez avec les symptômes. Tu as une fonte de ta masse musculaire, même si tu fais de l'activité physique, tu es toujours en train de te blesser, tu manques de concentration, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'envie de faire quoi que ce soit, tu n'as plus de libido, tu n'as plus rien qui a rapport à... Il y a un problème de testostérone, puis de toute façon, si tu prends du maca, il y en a qui en mangent tous les jours dans les Andes, si tu prends du maca puis tu n'en as pas besoin parce que ton testostérone est à peu près normal, c'est pas comme ça va faire pousser du poil puis des muscles non plus. Donc, c'est sous forme alimentaire ou supplément, il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, vous avez l'hypertension dans le plafond, bien là, c'est sûr qu'il y a des plantes qui jouent sur vos surrénales, ça peut avoir aussi une interaction avec les médicaments pour l'hypertension. Et donc, le maca est intéressant, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes.
Dans le même ordre d'idée, au niveau de la circulation, il y aurait le ginkgo biloba. Vous savez, on parlait beaucoup du ginkgo pour la mémoire chez les personnes âgées, mais la manière que le ginkgo favorise la mémoire, c'est notamment en favorisant la circulation dans les micro-vaisseaux de notre cerveau, de nos yeux et tout ça. Donc, si ça favorise la circulation, ça va favoriser la circulation aussi dans nos zones génitales, mais aussi donc, dans notre cerveau pour favoriser notre humeur. Donc, le ginkgo est intéressant au niveau de la libido. Particulièrement, il y a une étude là, qui nous parle de, dans les cas de femmes qui prennent en plus des antidépresseurs, souvent un des effets secondaires des antidépresseurs, ça va être justement que ça va affecter la libido. Il y avait eu un taux de réussite de 91%, c'est quand même assez impressionnant. Donc, des femmes qui souffraient de dysfonction sexuelle causée par les antidépresseurs. Évidemment, moi, je préférerais qu'on réussisse à favoriser les antidépresseurs et stabiliser l'humeur en normalisant les hormones et tous les précurseurs de nos neurotransmetteurs, l'alimentation, l'activité physique, mais mettons dans le pire des cas, la personne apprend un antidépresseur, le fait de prendre le ginkgo va aider à normaliser la libido. Ensuite, il y a les extraits de glandes surrénales qu'on peut prendre. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. C'est des glandes surrénales porcines en général. Ça peut être bovine dans certains cas. Et la glande surrénale contient des peptides, c'est des petits amas d'acides aminés en réalité, qui sont analogues à ceux qu'on retrouve dans nos surrénales humaines. Et un petit peu comme les protéines animales, la viande va nourrir nos muscles, eh bien, les extraits glandulaires vont nourrir nos glandes surrénales. Et il y a toujours des restants de facteurs de croissance pour enlever les hormones dans les extraits glandulaires, mais il y a des restants d'hormones de croissance et des choses comme ça qui vont faire que les extraits de glandes surrénales vont supporter nos propres glandes surrénales. Comme on sort de 3 ans de COVID, ça serait vraiment le premier produit avec lequel je commencerais pour les gens qui se sentent toutes flacataires. Ça serait l'extrait des surrénales avec un mélange de plantes adaptogènes, ginseng, réglisse, etc. C'est un produit qui s'appelle le Ortho Adapt dans la compagnie AOR. Donc, Ortho Adapt chez AOR que vous pouvez commander chez Énergie PLP. Attention, le Ortho Adapt contient de la réglisse et du ginseng. Si vous prenez des médicaments pour contrer l'hypertension artérielle, vous ne pouvez pas prendre ce supplément-là. Donc, Ortho Adapt chez AOR. Pour l'extrait de surrénal, si vous ne voulez pas de ces plantes, mais que vous voulez quand même l'extrait de surrénal, il y a un produit qui s'appelle TAD, T comme Thomas, AD comme Dumas, S, dans la compagnie Genestra, qui est aussi très intéressant. Là, vous avez juste l'extrait de surrénal, vous n'avez pas les plantes adaptogènes, et donc ça va aider à remonter, à renforcer, à nourrir vos glandes surrénales. En passant, l'épuisement des surrénales, ça n'existe pas en médecine conventionnelle. Il y a admettre le burn-out, il n'y a pas l'épuisement des surrénales. Donc, si vous arrivez chez le médecin en disant, il y a une naturopathe là, qui parlait de l'épuisement des surrénales, je vais tester mes surrénales, le médecin va dire non, ça existe juste pour la maladie de Basedow, puis les maladies d'Hodgkin très spécifiques, mais ils ne reconnaissent pas l'épuisement des surrénales, mais ils reconnaissent le burn-out. Il est en médecine conventionnelle. Après ça, qu'est-ce qui serait intéressant? Il y aurait le collagène aussi. Le collagène, je vais vous faire une émission. Je sais que ça soit la semaine prochaine avec Luce. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire. Il y a un collagène qui est fabriqué, qui est mis en marché au Québec. Et donc, c'est un collagène marin. Puis là, il y en a un végétarien aussi. Donc, je vais faire l'entrevue aussi avec le gars qui a formulé le collagène végétalien en réalité, parce que moi, je me prive de prendre le collagène parce que je veux rien savoir du poisson. Et en général, il est à base de poisson. Il y en a qui est à base de d'autres choses. Mais c'est important de prendre des bonnes compagnies quand on utilise le collagène parce que des fois, c'est des mélanges de plumes d'oiseaux, genre des compagnies de volailles qui envoient les plumes avec les pic-pics puis toutes les carcasses de poulet et de trucs comme ça pour faire des suppléments à base de collagène. Donc, c'est très important de prendre des bons suppléments de collagène. Il y en a un chez AOR en capsule aussi, qui est un collagène marin qui fonctionne bien. Donc, je vais faire une entrevue bientôt sur le collagène. Et le collagène, entre autres, ce que ça va faire, c'est que ça va aider parce que, vous savez, il y a comme une perte de tonicité en vieillissant parce que, justement, moins de testostérone, moins d'activité physique et tout ça. Et au niveau des parois vaginales, il peut y avoir comme une sensibilité.
dans certains cas de la douleur, et le collagène va aider même à ce niveau-là. Si vous prenez un collagène qui contient aussi de l'acide hyaluronique agit au niveau de tous les types de lubrification. Évidemment, ça n'agit pas comme un lubrifiant topique, là. Pour ça, vous pouvez utiliser des lubrifiants à base, par exemple, de chanvre, de la vitamine E ou tout simplement de l'huile de coco. Bonne vieille huile de coco, vous pouvez rajouter capsule de vitamine E, une gélule en fait de vitamine E à l'intérieur pour agir comme antioxydant, favoriser votre santé vaginale. Euh, dans ma retraite de DS, là, j'ai trouvé un bon fournisseur pour les œufs de jade. Évidemment, c'est pas un atelier que je peux vous donner en ligne, mais il y aura d'autres retraites de femmes pour vous parler des œufs de jade. Je peux pas vous donner l'atelier sur les œufs de jade, mais je pourrais quand même vous en parler, qui est une bonne façon de tonifier la zone pelvienne pour les femmes. Et vraiment, la tonicité de notre zone est très importante parce que si c'est pas tonique, c'est pas bien irrigué. Quand on fait de l'activité physique, quand on a des relations sexuelles régulières ou une pratique, que ça soit avec la masturbation, que ce soit avec les œufs de jade ou tout ça, pour s'assurer qu'il y a de la vie en réalité. Le chakra sexuel, il faut qu'il soit actif d'une manière ou d'une autre, parce que c'est aussi la base du restant de nos autres chakras. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut plus que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la vie dans la zone sexuelle. Donc, le collagène peut être intéressant. Un dernier supplément que vous connaissez peut-être moins, qui est l'oxyde nitrique, qu'on appelle le NOx. Chez AOR, ce supplément s'appelle le NOx Boost, donc dans la compagnie AOR. C'est un supplément qui est fait à base de nitrate de potassium. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des légumes verts feuillus et des betteraves qu'on a réduits en poudre, et donc c'est très concentré en nitrate de potassium. On entend souvent parler des nitrates comme étant quelque chose de dangereux, des nitrites aussi qu'on rajoute dans une petite viande ou des saucisses à hot dog qui donnent le cancer. Ici, on parle de nitrite d'origine végétale et c'est ce qui va faire dans très grande partie que l'alimentation méditerranéenne ou l'alimentation à base de plantes a beaucoup de bienfaits. C'est en raison justement de ces nitrites, de ces nitrates qui sont convertis dans notre corps en oxyde nitrique. Vous savez, des fois, quand on va parler que l'arginine a un impact positif au niveau des érections, c'est que l'arginine est convertie en oxyde nitrique. Mais puis l'oxyde nitrique favorise la circulation et la vasodilatation. Donc, ça favorise évidemment les érections, mais aussi l'irrigation sanguine dans nos organes génitaux féminins. Et donc, on parle de prendre un supplément d'arginine pour que ça soit converti en oxyde nitrique. L'affaire, c'est que l'oxyde nitrique, c'est une molécule très réactive, donc ça reste pas comme ça longtemps. Alors, il faut en prendre constamment. Et l'autre affaire, c'est que quand on est dans un environnement où le pH est altéré, où il y a peu d'oxygène, par exemple, si on a eu des maladies cardiovasculaires ou si on est dans une zone en altitude ou tous des facteurs qui vont affecter notre taux d'oxygène, la conversion d'arginine en oxyde nitrique ne se fera pas correctement. Donc, une voie qui est plus efficace, c'est la voie de l'oxyde nitrique à partir des nitrates et des nitrites. Et donc, quand c'est d'origine alimentaire, il n'y a absolument aucun problème, même au contraire. Toutes les études épidémiologiques nous montrent les bienfaits de ces alimentations riches en légumes verts feuillus et en betteraves. Donc, l'oxyde nitrique est une molécule de signalisation. Vous mangez des légumes verts feuillus, de la betterave, ou vous procurez un supplément qui s'appelle le NOx Boost dans la compagnie AOR pour favoriser donc l'aspect circulation. L'oxyde nitrique est aussi, en plus de favoriser la circulation, une molécule de signalisation, donc qui va connecter les messages dans notre corps, donc par exemple en notre cerveau et nos hormones, et donc favoriser le plaisir, mais aussi la libido. Donc ça peut être un autre supplément intéressant. Encore une fois, comme j'ai pris bien le temps de vous l'expliquer au début, on a beau prendre des suppléments, on a beau prendre des hormones bioidentiques en supposant qu'on les a testés correctement par la salive ou par l'urine. Ultimement, c'est le sentiment de sécurité, c'est le sentiment d'estime de soi et de bien-être qui va favoriser la libido. Il y a aussi tout l'aspect, bon, est-ce qu'on éprouve la satisfaction sexuelle avec notre partenaire? Donc, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, je vous invite à consulter parce que ne peut pas favoriser la libido si les relations sexuelles sont toujours frustrantes ou s'il y a du ressentiment envers le partenaire. Il faut qu'on ait envie d'accueillir ultimement le partenaire à l'intérieur de nous. Si on a du ressentiment, on a des chicanes non gérées, on est en maudit parce qu'il laisse toujours traîner son linge, puis on trouve qu'il est mal propre, ou on trouve qu'il est plus beau, ou qu'il est pas fin.
ben, tu sais, on n'a pas envie de l'accueillir à l'intérieur de nous. C'est important de savoir que nous, le fond du vagin, l'entrée du col utérin, c'est connecté directement avec le chakra du cœur pour la femme. Donc, c'est sûr que pour nous, le sexe, c'est très émotif, c'est très relationnel. Les hommes, la sexualité, ben, l'organe sexuel est à l'extérieur du corps. Donc, déjà, ça change la donne. Tu sais, nous, ça se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc, très connecté aussi avec nos émotions. Là, je veux pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent avoir une sexualité plus typiquement masculine, donc plus déconnectée de leurs sensations, de leurs sentiments. Et ça vient aussi avec le mode de vie qui est axé sur le masculin. Quand on vit comme femme, un mode de vie dans la productivité, dans la compétition, dans gagner notre vie, on est la figure parentale masculine aussi pour nos enfants quand on élève nos enfants seuls, papa, maman en même temps. Et quand une femme est constamment dans sa polarité masculine, dans ses qualités masculines, ben, ça va se répercuter sur sa testostérone. Alors, c'est sûr que là, arriver d'être toute féminine, puis d'être branchée sur ta libido, puis ta coquetterie, c'est moins évident. Donc, il y a tout ça aussi, mais ça aussi, ça vient avec la masculinité sacrée. L'homme qui prend soin de sa polarité féminine, en parlant de sa blonde, ça va se répercuter. C'est un investissement. Tu sais, les gars pensent que oh, mais pourquoi j'ouvrirais la porte et capable de le faire tout seul? Pourquoi je déneigerais sa voiture et capable de le faire tout seul? Si tu veux améliorer la libido, il faut que tu investisses dans le sentiment de sécurité de ta partenaire. Ultimement, on est responsable de notre propre sentiment de sécurité. Mais c'est sûr que quand on est avec un ou une partenaire qui va favoriser notre sentiment de sécurité, notre sentiment d'encadrement, ça va permettre qu'on puisse aller plus dans notre polarité féminine, qu'on va pouvoir plus s'épanouir là-dedans. Des fois, ben, il faut travailler notre couple intérieur, comme dirait Marie-Josée. Faut juste équilibrer nous-mêmes mieux nos polarités masculines et féminines. Et moi, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait presque un quart de siècle que je suis en pratique clinique où je fais beaucoup d'hormonothérapie. J'ai eu une clinique d'hormones pendant 9 ans. J'en fais encore d'ailleurs, là, les gens me disent, puis je suis en train de régler la question ici pour pouvoir les prescrire ici. On le voit quand les femmes, par exemple, justement, vont se séparer d'un conjoint qui ne stimule plus, vont, se, vont se remettre en priorité. En anglais, on dit you do you, tu fais toi-même. Ici, on va dire estar-ente, qui est la même chose, t'es pour toi. Nous, on va dire te choisir en français, mais on voit que ce concept-là existe dans toutes les cultures parce que, ultimement, quand on se rebranche sur soi, sur ce qui nous fait plaisir, sur se donner du temps pour soi, souvent on a moins de stress parce qu'il y avait peut-être de la tension, de la chicane dans notre couple. On avait peut-être plus de tâches ménagères parce que malheureusement, c'est encore le cas que c'est souvent la femme qui en fait plus à la maison. On vivait peut-être du ressentiment. Donc, quand on commence à délester tout ça, qu'on se choisit, qu'on se donne du temps pour soi, pour aller faire nos ongles, pour lire, pour déstresser, ben, tout ça fait que on est plus calme. Les hormones qu'on prenait pour faire des hormones de stress, on peut maintenant s'en servir pour faire des hormones sexuelles et récupérer notre libido. Ensuite, il faut récupérer non seulement notre sentiment de sécurité, mais notre place dans la tribu, comme on en a parlé, et ensuite rééquilibrer le couple à l'intérieur de nous pour être plus balancé dans notre polarité féminine. Parce que ultimement, la sexualité, puis oui, on peut faire toutes sortes de choses dans la sexualité, mais ça reste que biologiquement, la femme accueille. Donc, on est plus dans la polarité yin. Et si tu n'es jamais dans ta polarité yin, que tu as peur d'aller dans ton intériorité, c'est sûr que ça va se manifester dans ta sexualité. On dit toujours as inside, as outside, as outside, as inside. Donc, ce que tu ressens à l'intérieur, que ça soit le fait que tu es obligé de vivre dans ta polarité masculine ou le fait que tu te sens insécure parce que tu te sens toujours dans un milieu hostile, tu as peut-être des traumatismes infantiles qui font que tu te sens toujours menacé dans ta vie, bien, c'est sûr que ça va se manifester au niveau de ta libido, au niveau de ta sexualité. Donc, je sais qu'on veut tout le temps des quick fix en Amérique du Nord. On est occupé à faire plein d'affaires, on est occupé juste à gagner notre vie et à payer nos impôts. Ça laisse pas beaucoup de temps pour méditer, ça laisse pas beaucoup de temps pour manger santé, puis pour aller faire de l'activité physique, puis s'occuper de nos traumatismes, puis préparer nos jus. Mais la seule vraie façon d'avoir une vie en santé, puis avoir un bien-être,
que c'est pas tout de pas être malade. Hein. Vous savez que la définition de l'OMS de la santé, c'est l'absence de maladie, mais c'est pas comme ça. La santé, il y a une santé optimale. La vraie santé, c'est pas juste l'absence de maladie. Tu sais, c'est comme si tu dis à ton chum, tu m'aimes-tu? Je t'aille pas. Ben non, c'est pas juste je t'aille pas. Chris, tu m'aimes-tu? Tu sais, mais c'est ça. La santé, c'est pas juste l'absence de maladie. La santé, c'est un état d'alignement intérieur. C'est un état de bien-être. Et quand on vit dans une société où tout ce qui est valorisé, c'est le bien-faire et le bien-paraître, ben le bien-être, des fois, il est loin dans la pile. Il est loin dans la liste des priorités, dans la liste des to-do, tu sais. Donc, il n'y en a pas de quick fix. Je m'excuse de vous dire ça, mais il n'y en a pas de quick fix avec la libido, avec la santé non plus d'ailleurs. Oui, on peut aider des choses avec des suppléments. Oui, on peut aider des choses avec des hormones bioidentiques. Encore faut-il que ça soit prescrit comme du monde, dosé comme du monde, euh, euh, diagnostiqué comme du monde, ce qu'on ne fait pas nécessairement avec les tests conventionnels. Donc, on peut s'aider avec ces choses-là, mais les suppléments, ça doit supplémenter, ça ne doit pas remplacer. La même chose pour les hormones bioidentiques. Ça ne peut pas venir remplacer le fait que tu ne fais plus d'activité physique, tu n'as pas d'estime de toi-même, que tu vis encore le traumatisme de ton pervers narcissique, que tu as du ressentiment vers ton chum parce qu'il ne t'écoute pas, puis il ne s'est jamais adapté à comment tu aimes te faire l'amour ou tout ça. Il n'y a pas un supplément, puis il n'y a pas une hormone bioidentique qui peut pallier à ça. Mais avant tout, la libido, c'est une inside job. Il faut faire le travail sur soi. Il faut reconnecter avec notre féminité. Il faut avoir un sentiment de sécurité. Et la sécurité, on peut toujours se faire enlever. Donc, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et on travaille ça en travaillant notre ancrage, comme on disait tantôt. Il y a plein de choses dont je pourrais vous parler éventuellement. Puis, il y a des choses aussi, évidemment, qu'on peut discuter en consultation individuelle. Mais c'est juste qu'on me revient toujours avec ça. Moi, j'ai plus de libido, qu'est-ce que je peux prendre? Mais oui, tu sais, t'es à la fin de l'hiver, t'es habillé comme ça, t'as pas les jambes rasées, ceux qui veulent pas se raser, c'est correct si toi tu te sens bien comme ça, mais c'est-à-dire que nos petits rituels de beauté, ça nous connecte souvent avec notre féminité. Puis à la fin de l'hiver, il n'y a pas grand femme, là, tu sais, on est blême. On n'a pas bougé autant, tu sais, on vient de faire sortir de 3 ans de COVID, tu n'es pas bien dans ta peau, comment tu vas être bien dans ta sexualité, comment tu vas avoir envie de faire l'amour, comment tu vas avoir envie d'accueillir l'autre, tu t'endures plus toi-même, tu sais. Fait que c'est tout ça qu'il faut travailler, il n'y en a pas de pilule magique. Il n'y en a pas de pilule magique, mais par contre, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle Chantal, par contre, le bon côté de cette histoire-là, c'est que tout ce qu'on fait, par exemple pour notre libido, pour équilibrer nos hormones, ça va avoir un impact aussi sur plein d'autres sphères de notre santé. C'est ça, tu sais, vous dire, ouais, tu reviens toujours avec les mêmes affaires, l'activité physique, la méditation, le magnésium, le vitamine B. Ben oui, mais notre biologie n'est pas si compliquée que ça, là. Notre biologie, il y a 12 000 ans, là, il n'avait pas dit, ben ouais, mais à un moment donné, il va arriver Pfizer avec ses antidépresseurs, puis va arriver un autre avec ses pilules bleues, puis va arriver un autre avec ses hormones. Mais non, la biologie, elle fonctionnait avec qu'est-ce qu'on trouvait dans notre environnement. Donc, le corps est fait pour être actif physiquement, on est fait pour boire de l'eau, on est fait pour manger des fruits et des légumes en majorité parce que c'est ça qu'on pouvait trouver. Puis de temps en temps, ben, on venait à bout de tuer un lièvre ou de tuer un ours noir ou de tuer un orignal. Donc, de temps en temps, on peut manger des protéines animales et notre corps aime ça, ça vient rajouter un surplus. Mais à la base, c'est ça qu'on est fait pour faire. T'sais, on n'avait pas prévu qu'on prendrait des antidépresseurs, puis qu'on prendrait du cannabis, puis ci, puis ça, puis ça. Donc, notre corps est fait pour fonctionner avec les substances qu'on trouvait naturellement dans notre environnement. Les plantes, on les trouve. C'est pour ça que dans les plantes, il y a des molécules qui ressemblent à nos hormones. Parce qu'avant que les pharmaceutiques les copient, puis les produisent en laboratoire, mettent des brevets dessus, puis essaient de nous convaincre que d'un plante, ça vaut pas de la merde, bien, la nature, elle savait qu'on avait besoin. Donc, on a évolué de concert avec notre environnement, notre génétique répond à notre environnement, nos voies de détoxification dans notre foie répondent aux substances avec lesquelles on évolue depuis 12 000 ans. Donc, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes choses, parce que la santé, c'est pas compliqué en réalité. C'est complexe quand on veut connaître toutes les voies biochimiques, puis les neurotransmetteurs, puis les hormones, puis comment les doser. Puis oui, tu sais, c'est 4 ans d'études pour devenir naturopathe, ça fait 25 ans, moi, que j'étudie. Donc, c'est complexe quand on veut comprendre le pourquoi du comment, mais comme souvent, pour allumer la lumière, tu n'as pas besoin de comprendre le câblage et l'électricité, tu as juste besoin de savoir où est-ce qu'elle est la switch, tu sais. On n'a pas besoin de tout comprendre au niveau de la santé, mais la santé, c'est simple. Et la santé, c'est global.
on a appris à partager corps-esprit. Vous allez voir mon prochain article dans Vitalité Québec dans 2 mois. J'en parle beaucoup de ça, de tout l'aspect de la séparation qui nous vient de Descartes, puis l'approche pseudo-scientifique, etc. Mais en réalité, on est un tout. C'est pour ça qu'on parle de santé globale. On le sait, quand on vit du stress, la misère à mettre la switch à off, ça va affecter notre libido, ça va affecter notre cycle menstruel, ça va affecter notre capacité à tomber enceinte. La fertilité est très intimement liée aussi au sentiment de sécurité. Donc, c'est sûr qu'ultimement, la santé, c'est simple et c'est toujours les mêmes choses qui vont revenir. Donc, ce qu'on fait pour notre libido, combien de fois je vois des femmes en équilibre hormonal qui viennent consulter pour des bouffées de chaleur. Là, au printemps, elles me disent, hey, c'est incroyable. C'est la première fois depuis 10 ans que j'ai pas besoin de prendre de médicaments pour mes allergies saisonnières. C'est sûr, on a équilibré ton foie, tes voies de détox, on a baissé l'inflammation dans ton corps, on a normalisé ton taux de stress. C'est sûr qu'il y a un impact sur tes allergies. C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur ta digestion, ta constipation, sur ta qualité de sommeil, sur ton humeur, parce que tout ça est relié. Tout ça est relié. Les neurotransmetteurs dans le cerveau, les hormones dans notre corps, les substances de notre système immunitaire qui combattent l'immunité, les allergènes, ça apporte toutes des protéines, des complexes B, du magnésium. Le magnésium a 300 fonctions physiques dans notre corps. Donc, imaginez, c'est sûr que c'est les mêmes substances qui vont revenir parce que si ça avait pris un médicament ou une hormone d'une compagnie pharmaceutique, on n'aurait jamais évolué pendant 12 000 ans. Donc, c'est normal que ça soit simple et que ça dépende des choses qu'on trouve dans notre environnement. Mais on essaie de nous faire croire autre chose parce qu'évidemment, la nature, c'est pas payant. Le mode de vie santé, c'est pas payant. Et il y a des gens qui profitent de la maladie, malheureusement. Donc, là-dessus, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous n'êtes pas trop découragés parce que là, vous pensez que Chantalane allait vous donner une plante magique qu'elle faisait pousser dans son jardin en République pour augmenter votre libido. Puis là, je vous dis que non, il n'y en a pas de quick fix. Mais la bonne nouvelle, comme je vous dis, c'est que tout ce que vous allez faire pour favoriser votre libido, c'est une démarche en santé globale et ça va avoir un impact positif sur prévenir les principales maladies desquelles on devient hypothéqué ou on décède carrément, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, les maladies digestives. Mais tout ça, quand on corrige les choses qu'on doit corriger pour avoir une bonne libido, on a un impact positif sur toutes ces grandes maladies qui affectent notre bien vieillir, qui est vraiment mon dada. Je pense qu'on a une pratique qui nous ressemble ultimement, surtout les praticiens alternatifs, mais toute ma vie, je me suis intéressée aux hormones. Toute ma vie de naturopathe, on va dire, je me suis intéressée aux hormones. Puis là, rendu, qu'est-ce que vous voulez, à la cinquantaine, je m'intéresse à tout l'aspect du bien vieillir. Mais c'est là que ça se passe. C'est vraiment dans un bon mode de vie. Puis encore là, il n'y aura pas d'injection, puis il n'y aura pas de médicaments pour bien vieillir. Ça n'existe pas. Le corps humain est beaucoup trop perfectionné. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut performer toutes les fonctions pour qu'on soit bien. C'est le cerveau humain sera toujours supérieur malgré ce qu'il se vantise parce que on est clair-sentient aussi. On s'adapte à l'environnement d'après nos perceptions, ce que l'intelligence artificielle n'est pas prête de faire encore. Alors tout le monde, un bon vendredi. Si vous avez envie d'en apprendre plus au niveau des hormones, comment on fait pour tester les hormones, qu'est-ce qu'on peut faire du côté alimentaire, du côté de la détox, du côté des suppléments. Pour les hormones, on a le programme Gérer vos hormones naturellement qui se poursuit demain. Demain, on a beaucoup de nouveaux, donc on va refaire des présentations. Donc, c'est techniquement le module 2, mais le module 1 a été enregistré, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez absolument, je vais envoyer les liens dès que vous vous inscrivez du dernier module de samedi passé. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave, c'était la présentation et on expliquait les tests. Donc, vous pourrez l'écouter après le cours de demain matin. Donc, c'est une super promotion. C'est 6 modules de 2 heures et quelques. Pendant 1 heure, c'est du coaching de groupe. On est un petit groupe d'une 12aine de femmes. Donc, je fais du coaching. C'est pas une consultation individuelle, évidemment, mais je vous accompagne pendant les 6 semaines de formation. Et on a 1 heure qui est un webinaire où je vous explique donc ces différents volets, gestion du stress, alimentation hormonale, les suppléments. Après ça, on regarde comment incorporer tout ça dans notre mode de vie. Donc, c'est la 4e cohorte, c'est la 4e gang que je parle. Les femmes aiment beaucoup le programme. Et c'est un moyen beaucoup plus économique que de venir en consultation individuelle.
Donc, pour les 6 modules, le coaching, les enregistrements, les 6 documents, il y a facilement 200 quelques pages de documents. J'ai une promotion à 249,99 sans taxes en ce moment. Le prix normal, c'est 300 plus taxes, donc 360 quelques, je pense. En tout cas, c'est une économie de pratiquement 100 Excusez-moi, la voix commence à... Le fait que j'ai mis l'air climatisé, tout de suite, ma voix est affectée. Donc, c'est une économie de pratiquement 100 C'est un bon temps pour le faire. Je ne pense pas que je vais le redonner avant l'automne. Donc, c'est votre opportunité de le prendre avant l'automne. Si vous avez fait gestion du stress, si vous avez fait détox, c'est un programme qui est complètement complémentaire à ce que vous avez déjà vu. Et si vous n'avez pas fait ces programmes, le 10 avril, on recommence le défi détox. Vous allez être tout propre en même temps que vous faites vos hormones. Et le 25 avril, on fait gestion du stress. Donc, je vous invite à vous inscrire à ces programmes. Il y a des pages Facebook aussi. C'est des belles façons de recréer le sentiment d'appartenance à la communauté parce que à ce moment-là, vous êtes entouré de gens, une belle tribu de personnes qui pensent comme nous, qui avons envie de bien vieillir, mais aussi de s'autonomiser au niveau de notre santé, au niveau de moyens naturels de guérir, de prévenir et de bien vieillir. Alors, merci tout le monde d'être là. Je vais essayer de vous faire, après le cours demain, un petit géopolitique pour vous dire où on en est avec le traité de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous aime, prenez soin de vous. Bonne libido, bonne fin de semaine.